Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Justement, de ce mi-mandat d'Emmanuel Macron, vous n'êtes pas satisfait, visiblement à plus de 90%. On en parle ce matin avec Philippe Bilger, qui est encore avec nous, Frédéric Dabi, qui est directeur général adjoint de l'IFOP, Fawzi Lelouch, bonjour. Vous êtes gilet jaune de la première heure et dirigeant associatif dans le quartier prioritaire à Sevran. Et puis Sarah El Haïry, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée MoDem de Loire-Atlantique. Et bien sûr, vos appels au 0826 300 300. Oui, voilà. Alors, il y a ce sondage de l'IFOP, on l'a dit, qui est donc à 65%. Et puis, sur les réseaux sociaux, là, sur cette question qui est plus cash, évidemment, et puis qui n'a pas de valeur scientifique comme ce que vous faites, mon cher Frédéric Dabi, mais qui est quand même une température, donc pour prendre. Et puis là, souvent, on est dans la réaction, en fait, immédiate aussi. Alors, sur le pouvoir d'achat, c'est là où ça pêche, en fait, un petit peu, peut-être, Sarah El Haïry, hein. Moi, j'ai envie de dire, il y a deux choses. Il y a la perception et il y a les faits. Il y a le ressenti, qu'on ne peut pas nier, hein, parce que c'est le sentiment qu'on a, et concrètement, ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est quoi ? Et ça, c'est factuel, genre, pour le coup, on ne peut pas l'opposer, c'est une baisse de certains impôts, la suppression de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations sociales, l'augmentation de certains minima sociaux, je pense à l'allocation adulte handicapé, le fait de permettre que le travail paye, ça c'est l'augmentation de la prime d'emploi, l'élargissement de salaire, ça c'est des choses très concrètes et chaque Français se rendra compte sur son bulletin de paye à cause ou grâce à la baisse des cotisations, une augmentation de salaire, petite ou pas, mais elle existe, elle est factuelle, et la baisse ou la disparition de sa taxe d'habitation. Et pourtant, les chiffres sont là, vous allez me dire. Perception. Alors oui, c'est une perception, parce qu'en parallèle, il se passe quoi ? Augmentation du prix des cigarettes, augmentation du coût de l'essence, une réalité qui fait qu'on est dans une société où on a de plus en plus de dépenses contraintes qui n'existaient pas avant, et ça c'est réel. Et ça, je veux dire, nier, c'est vraiment se mentir et se voiler la face. Et c'est ce qui avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes, hein, puisque Fawzi Lelouch est avec nous. Vous êtes aussi dirigeant associatif dans un quartier prioritaire de Sevran, et c'est ce qui est à l'origine du mouvement. Ce qu'il y a de bien, c'est que oui, effectivement, mais ce qu'il y a de bien, c'est que perception et ressenti. Ah oui. Perception, oui, effectivement, on a le sentiment que tout reste identique et pire. Et dans la perception, oui, notre vie, elle n'a pas changé. Et puis depuis un an, on a le sentiment qu'on n'est pas entendu et écouté. Et on a fait pas mal de petits. Hein. Je pense quand on voit aussi les problématiques de contestation aussi sur le service public, avec tous ces gens qui sont dehors et qui se font aussi gazer comme les pompiers, et d'autres répressions qu'on pourrait dénoncer pour un pays comme celui-là, je pense que c'est pas digne. Et je pense aussi que c'est un droit de pouvoir manifester, de pouvoir contester lorsqu'on n'est pas content, parce qu'on n'a que ce pouvoir en tant que citoyen, et le pouvoir aussi de voter. Et après, on a le pouvoir de se taire, apparemment. Non, donc, absolument pas. Ah non, absolument pas. La preuve, c'est qu'on dialogue. Je parle pas sur une antenne. Non. Sur un média, je parle dans la rue. Sarah El Haïry et ensuite. Je suis pas d'accord avec vous pour une raison toute simple. Vous savez, avant d'être élu député, moi j'étais délégué syndical. Et plus que jamais, j'ai défendu le dialogue syndical. Parce que je pense que c'est dans les entreprises qu'on défend ces salaires, l'augmentation ou la meilleure qualité de vie dans une entreprise. Vous avez fait quoi pour les charges alors ? Là, typiquement, je vais vous dire. Charges patronales. Je vais vous dire. Il se trouve que sur les plus bas salaires, parce que la réalité est qu'on a un modèle social à faire tenir, des hôpitaux, une crise à l'école. Ils sont bancals, les hôpitaux. Mais oui, mais vous savez pourquoi ? Parce que c'est le fruit de plusieurs décennies de retard. Quand vous avez fait quoi pour changer les choses en 2 ans et demi ? Mais très profondément, des réformes qui... Ils sont encore plus fragilisés. C'est faux. Il y a 2 ans et demi, vous n'aviez pas les gens dans la rue, maintenant vous les avez. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les patients, ils ne sont pas pris en compte, les gens, ils ne sont pas... Laissez-moi juste dire une phrase. Écoutez-vous. Laissez-moi dire une phrase. Il se trouve que ce qui s'est passé, c'est une goutte qui a fait déborder un vase. Pour que le vase déborde, le vase était déjà plein. Donc, on peut avoir, je veux dire, honnêtement et intellectuellement, un peu d'honnêteté et dire que la situation de notre pays n'était pas idéale. C'est pas depuis 2 ans et demi que tout d'un coup, l'hôpital a explosé, que l'école a explosé, que la situation des policiers a explosé. La réalité, c'est qu'il faut faire. Mais oui, alors il ne faut pas peut-être charger la mule sur une seule personne. Oui, il y a des choses à faire. Il y a des réformes qui arrivent. Il y a des réformes qui sont faites concrètement aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, je veux dire, la loi budgétaire... Vous me parlez de réformes à venir, moi je vous parle d'urgence. La loi budgétaire est l'exemple le plus concret. Quand une personne, elle peut plus manger, elle peut pas travailler, elle pense pas à sa retraite, parce que sa retraite, de toutes les façons, elle est mise monsieur, entre guillemets. Je suis d'accord avec vous, je vais pas vous dire... Vous êtes là depuis 2 ans et demi.
Vous êtes élu sur un programme, oui, vous parlez et nous le mettons en d'améliorer... place. Nous le mettons en place, pourquoi ? Parce que le plus important, c'est qu'on vive mieux quand on travaille que quand on ne travaille pas. Ça, c'est certain, mais faut-il encore avoir la possibilité d'avoir un travail ? On le met en place parce qu'on doit permettre à chacun d'avoir des nouveaux droits. On a ouvert le droit à la protection des indépendants. Quand on a le droit de changer un travail... Donc vous vous satisfait de tout la moitié du bilan? Jamais je me satisferai dans un monde où il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Sur les 2 ans et demi, oui monsieur, il y a des travaux qui sont en cours. Peut-être que la méthode n'a pas été bonne. 90% des personnes... Non mais, bon, là, c'est... Non mais juste... Oui, non mais c'est vrai. La mais méthode n'est pas la meilleure. Il y a 65% dans... On va continuer d'en parler. 65% dans ce sondage, en fait, IFOP. Et puis après, il y a sur les réseaux sociaux, là où évidemment c'est beaucoup plus cash. Non mais c'est vrai, c'est vrai, bien sûr. Mais on marque une pause et on revient dans un instant. Et gardez le suspense, Frédéric Dabi, restez avec nous. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. En tout cas, le débat continue, 9h32. Merci d'être avec nous, avec Frédéric Dabi, qui est directeur général adjoint de l'IFOP, Fawzi Lelouch, qui est gilet jaune de la première heure, bien sûr, Sarah El Haïry, qui est députée Modem de Loire-Atlantique, et Philippe Bilger. Ça débat beaucoup dans le studio. Et vos appels au 0826 300 300. Oui, et c'est vrai que c'est pas facile. Merci Sarah El Haïry. C'est pas forcément facile de défendre un président qui est en place ou une majorité qui est en place, parce qu'on le voit. Indépendamment de toute question Elle le politique. Fait très bien. Non mais c'est même Fawzi Lelouch le reconnaît. Il faut débattre en fait dans le respect. Tous les membres de ce gouvernement le fait très bien à suivre les directives. Et il y a quand même il y a de nombreux messages évidemment sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple une personne qui dit: j'ai 56 ans et je n'ai jamais vu la France aussi divisée. Aujourd'hui, j'ai peur pour mes enfants, petits-enfants, du côté économique, du côté sécuritaire, du côté liberté d'expression. Voilà. Et puis après, il accuse Emmanuel Macron qui n'aime pas la France, dit-il, d'en bas, etc. C'est un message qui résume, c'est-à-dire que finalement, il y a une angoisse collective aussi de notre pays. Et puis ça se reporte après Frédéric Dabi sur Emmanuel Macron. C'est lui qui est au pouvoir. Alors, ce qui est au cœur du mal français, on le voit dans toutes nos enquêtes, c'est pas un pessimisme dans l'absolu. Les gens ne sont pas plus pessimistes que les autres dans notre pays. C'est un pessimisme de projection. Comme l'a dit votre auditeur, c'est le sentiment que, et c'est vraiment, les chiffres ne bougent pas depuis une dizaine d'années, mes enfants vivront moins bien que moi dans 10 ans. Ce qui est intéressant dans les échanges qu'on a entendus tout à l'heure, ça montre que le point névralgique du quinquennat, c'est et ça sera le pouvoir d'achat. Et sur ça, les Français sont quand même assez ambivalents. On voit dans le sondage 72% des Français qui considèrent que le bilan est négatif. Dans les mesures, on en a parlé, les moins bien jugées sont celles qui sont liées au pouvoir d'achat. Pour autant, il y a quand même un frémissement depuis, on va dire, septembre dans nos enquêtes qualitatives où les Français s'expriment spontanément sur un « ça va mieux ». Les Français nous parlent des heures sup, ils nous parlent du fait que certains disent « j'ai pas vraiment payé d'impôts avec le prélèvement à la source », ils parlent de la prime d'activité, de la suppression de la taxe d'habitation, mais le sondage montre que malgré ce frémissement, pour les Français, le compte n'y est pas, et sans doute, ce qui sera le juge de paix de ce quinquennat, ce sera les résultats sur cette question, comme ça a été pour François Hollande, l'inversion, plutôt la non-inversion tardive du chômage. Alors, moi j'ai l'impression que les résultats, pour l'instant, comptent peu. On a un président de la République qui a endossé plusieurs casaques depuis le début du quinquennat, l'allure, la pompe même, ensuite une première année que je considère comme réussie, ensuite la crise d'une certaine manière stimulante des Gilets jaunes, et puis enfin un président qui a tiré les leçons de certains échecs personnels. Mais au fond, cette personnalité multiple est tellement présente qu'en réalité, elle rend presque invisible un bilan qui n'est pas si médiocre que cela. Et Madame la députée a pointé quelque chose qui me semble très juste, c'est que les Français sont obligés de s'opposer d'une certaine manière au président radicalement parce que l'opposition classique n'existe pas. Il faut qu'on puisse penser contre lui puisque l'opposition n'existe pas. Finalement, si les choses ont bougé, Fawzi Lelouch, c'est un peu grâce aux Gilets jaunes. Non mais c'est vrai. Pour les Français dans ce sondage, c'est l'événement du quinquennat à 77% de Benalla et d'attaque terroriste. Les citoyens qui ont dû se prendre en main et dénoncer justement. Oui, parce que ce n'était pas politisé. Vous nous confirmez, c'était pas politisé. Du tout. Alors, moi, juste un point. Pardon, madame. Il est intéressant
intéressant de voir que plus on s'éloigne des gilets jaunes, plus le président les comprend. Il ne veut pas se laisser imposer le réel à l'époque, mais aujourd'hui, il les comprend de mieux en mieux. Oui, et d'ailleurs, Sarah, d'ailleurs, je veux dire, tout le monde a pris conscience, tout le monde a vu. L'expression de cette colère, elle était légitime. Et c'est là où elle était légitime au moment où elle s'est exprimée. Il y a eu une réaction, et ça pour le coup, elle s'est passée un peu en dehors des radars, mais il y a eu 17 milliards d'argent public a été mis en œuvre. Pourquoi ? Et surtout, et pas que l'argent, parce que l'argent, vous allez me dire, c'est peut-être indolore, c'est peut-être inodore. Par contre, vous le donnez d'un côté, vous le reprenez de l'autre. Laissez-moi aller au bout. Laissez-moi la sécurité sociale qui va payer, c'est-à-dire 17 milliards d'argent pour permettre aux gens de mieux finir leur fin de mois. Ensuite, il s'est passé quoi ? Un changement de méthode. Un président de la République qui dit peut-être que tout s'est pas bien passé. Mais à culpa. Et il le dit, bon sang. Il le dit. Et il dit, maintenant, il faut qu'on fasse plus attention. Alors peut-être qu'on prendra plus de temps pour faire les réformes, c'est vrai. Peut-être qu'elles n'arriveront pas aussi vite que ce qu'on aimerait, mais le plus important, c'est que chacun trouve sa place et que chaque réforme ait du sens. Et la première qui est concrète et qui est en train de se débattre actuellement à l'Assemblée, c'est la baisse de 5 milliards d'impôts sur le revenu. Vous allez me dire, il n'y a qu'un Français sur deux qui paye l'impôt sur le revenu. Oui, mais tous les Français payent un impôt, qu'il soit TVA, CSG. Sauf que l'impôt sur le revenu, dans une période où tout le monde vous dit on a trop d'impôts, c'est compliqué, il faut alléger la pression fiscale. Alors on le fait, et c'est quelque chose qui va. Je veux dire, c'est comme, mes parents ils disent, faut pas vendre la chose avant de l'avoir vue. Ouais, voilà, c'est très simple, mais c'est très clair. Je pense que quand ils le verront encore plus sur leur déclaration d'impôt, là, ça sera concret, et ça ne sert à rien d'en parler. Alors c'est vrai, mais alors, par exemple, beaucoup des gilets jaunes, c'était des gens qui ne payent pas en fait d'impôts. Ils sont des revenus plus modestes. Et Fawzi Lelouch, est-ce que eux ressentent quand même les effets de ces milliards qui ont été mis sur la table ? Moi là, je suis pas d'accord avec ça. Le fait que la plupart des gilets jaunes ne payaient pas beaucoup d'impôts, justement. Il y a les impôts directs et les impôts indirects. C'est pour ça, l'impôt sur le revenu, c'est ce que je dis. Bien sûr, les TVA, etc., ça a été déclenché par ça, d'ailleurs. Voilà, pour moi, l'ensemble des Français, justement, faisaient la multiplication des différences de catégories sociales, à part les hautes. Voilà. Bon, donc, il y avait des gens qui payaient beaucoup trop d'impôts et qui, à force de payer d'impôts et à force de payer des charges, n'avaient plus de pouvoir d'achat. En fin de compte, si vous baissez toutes ces charges, toute cette TVA là qui est prise, ces taxes qui sont pas utiles, vous vous rappelez, par rapport à l'essence, je vois pas l'intérêt de prendre carbone. Par exemple, taxe carbone, mais aussi sur l'essence simplement, sur les cigarettes. Vous parliez des cigarettes, mais moi je vais vous parler d'autre chose. C'est-à-dire aussi tout ce qui est tout ce qui est taxé est largement taxé. Et à un moment donné, par exemple, on parlait sur l'essence. Il y a combien, à peu près 60% de taxes dessus d'essence qui va. Alors on peut assumer une chose, c'est que ce qui pollue. Pardon, excusez-moi, mais c'est juste que c'est passionnel pour le coup. Parce que tout ce qui est pollue, oui, on assume des taxes dessus. La cigarette, le tabac. L'État, le gouvernement. Il y a un moment, on a le modèle social à faire tenir aussi. On ne peut pas dire le samedi, l'essence est trop chère et le lundi, réduire de la moitié, c'était la moitié de bien. pouvoir d'achat en plus sur ce qui a été dépensé. Oui, non, mais c'est vrai, Sarah El Haïry, vous n'êtes pas obligé de vous remplir les poches comme si tout allait bien. Vous savez que les poches, c'est les poches de nous tous parce que c'est les poches de l'État. Ouais, mais sauf qu'on ne sait pas où il est redistribué, on ne sait pas où il va. Cet argent, il va à l'État et il va à notre commun. Et notre commun, c'est notre République. Mais dans notre quotidien, on n'a pas le sentiment de l'avoir justement dans les nôtres. Et on se demande même comment finir, ne serait-ce que toujours, quoi. Toujours. Moi, je suis frappé. Je ne discuterai pas l'octroi des 17 milliards avec les limites. Mais qui sont Mais moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que finalement, le combat le plus légitime des Gilets jaunes n'a pas été couronné de succès. Je veux dire, le RIC, les limites, l'aménagement, et là-dessus, le président n'a rien fait, alors que c'était fondamental. Il y a une plateforme qui s'appelle Le Vrai Débat. La France parlementaire et la France réelle. Il a été ignoré par le gouvernement. Vous avez raison. Alors que vous avez fait le président de la République a fait le grand débat, et on n'a aucun rapport ni synthèse de ce rendu. Mais considère que le grand débat a été une réponse. Il y a eu un rapport. Parce qu'on n'entend pas tout. De donner des éléments factuels. Il y a eu un rapport et une synthèse qui ont été présentés au mois d'avril par Édouard Philippe quelques jours avant l'intervention du président qui avait été décalée du fait de Notre-Dame. Alors quand même. C'est un ressenti ou non, c'était un fait, c'était une analyse. Alors quelle belle rapport, vous pouvez le contester. C'est vrai qu'il y a quand même
lien entre le président et les Français qui est un lien qui est quand même assez différent comparé à ses prédécesseurs. Il y a le sentiment à 76% qu'il est éloigné des préoccupations des Français et il y a un doute par rapport à ce que disait votre auditeur sur la capacité à rassembler les Français, même si, et là le président peut voir venir, il a son socle de sympathisants En Marche et Modem qui le suit massivement et il arrive à capter 4 électeurs de droite sur 10 qui approuvent les réformes. La réforme et la mesure qui est la plus plébiscitée dans cette enquête, c'est la réforme de la SNCF où il y a une sainte alliance En Marche droite pour soutenir cette réforme. Les retraites qui posent problème. Des républicains parce que le président est devenu de droite et de droite. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent, donc il nous reste encore quelques minutes. On va aussi les entendre parce qu'ils ont écouté votre débat. Ils ont très envie de s'exprimer. Il y a Erio avec nous qui nous appelle de Perpignan. Bonjour. Oui, bonjour. Ouais, c'est un débat assez mouvementé. Oui. Pour Madame la députée, on parle. Je parlerai par exemple des APL pour les étudiants qu'on a supprimés ou qu'on a réduits. Et lorsqu'on voit par exemple l'APL pour les députés passer de 900 € à 1200 € pour trouver un appartement sur Paris, voilà, on va donner un exemple. Et l'APL pour les étudiants, mais c'est aussi pour les familles monoparentales à qui on a réduit. Voilà. Est-ce que je peux vous exprimer mon sentiment, vu que vous m'interpellez en direct sur ces 5 €? Ben oui, mais bon, vous n'avez pas rechigné pour récupérer 300 €. Ah non, alors pour le coup, je pense que tout le monde mérite de comprendre c'est quoi cette information. Il se trouve que quand vous êtes un député qui ne vit pas à Paris, donc vous êtes un député de ce qui est mon cas par exemple, de région, eh bien vous avez 2 possibilités. Soit vous dormez dans votre bureau, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que j'ai un lit dans mon bureau qui se déplie et que je remonte le matin. Bon, c'est pratique, mais c'est à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Ça m'évite d'avoir à prendre le métro ou avoir à me déplacer à pied pour aller à l'Assemblée et siéger. Vous avez une autre possibilité, c'est aussi une réalité, c'est de dire vous avez un budget pour vous permettre de louer un appartement. Si cette location est en dessous ou en deçà de la valeur, eh bien vous ne mettez pas dans votre poche, ce n'est pas un appel, c'est une indemnité de logement, puisqu'il se trouve que quand vous êtes député de la Nation, on vous demande d'être à Paris, de siéger à Paris, et le plus important c'est que chacun puisse y être. Et il n'y a pas assez de chambres-lits, en réalité, à l'Assemblée nationale, sinon personne n'aurait le choix, et tout le monde resterait à l'Assemblée. Voilà pour l'explication la plus simple. Continuez, oui. Erio, vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Oui, allez-y, vous aviez une autre réflexion. Après, sur le bilan de M. Macron, on parle beaucoup des baisses d'impôts et tout ça, mais ça concerne les personnes qui payent des impôts. Moi, je vois des retraités là qui ont perdu leur logement juste avant la date fatidique et qui se retrouvent à dormir dans la voiture. Je trouve des personnes âgées qui font les poubelles des supermarchés tous les jours ou qui courent à 8h du matin pour aller chercher des caisses alimentaires. Voilà. Et les SDF toujours pas réglés. Monsieur Herriot, typiquement, là, évidemment, ça nous tape tous, enfin, ça serre l'estomac quand on entend ça, parce que c'est une réalité et que personne doit l'accepter et personne doit s'habituer. Sauf que, j'ai envie de vous dire juste une chose, quand même de manière assez honnête et assez concrète. Vous dites les baisses d'impôts ne touchent que ceux qui payent les impôts. C'est vrai, ça c'est une réalité, sauf qu'en parallèle, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu, la première des inégalités, elle commence à l'école. Et quand on divise les classes de CP, de CE1, qu'on met plus de moyens dans les zones les plus difficiles, c'est-à-dire les REP et les REP+, c'est finalement s'attaquer à l'inégalité au plus bas. Quand, vous savez, on a parlé des 5 € d'APL, parce que je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou. Pour les étudiants, on a fait quoi en parallèle? On a aussi supprimé la sécurité, le coût de la sécurité sociale pour les étudiants. Ils sont arrivés dans le régime général. Ça veut dire que tous les étudiants pouvaient enfin se soigner sans se dire est-ce que je dois cotiser ou pas. C'était 254 € à signer tous les ans. Et il y a des parents qui ne pouvaient pas, ou des étudiants qui travaillaient encore plus pour pouvoir le payer. C'est pas que dans un sens. Je dis pas que le pays va parfaitement bien, parce qu'on n'a pas hérité d'une situation qui était idéale et d'un coup tout devient catastrophique. Tout devient pire. Ou inversement, tout n'était pas catastrophique et tout s'améliore. Il y a un certain temps à prendre et c'est la réalité des réformes. Oui, bon, on va conclure aussi avec vous, Fawzi Lelouch. Peut-être que... Alors, merci Herriot à Perpignan. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Enfin, en tout cas, c'était une réflexion aussi. C'est vrai que quand on entend ça, c'est extrêmement difficile, mais bon, pour les députés, il fallait 300 € en plus pour donc payer en fait ce logement. En fait, c'est le budget de l'Assemblée, mais c'est une réalité. Mais du coup, les gilets jaunes... Mais il y en a qui vivent avec 300 € par mois. Mais je vais vous dire, c'est pas mal, hein. L'augmentation n'est pas mal. Non, mais c'est vrai, mais il leur faut parfois quelques
quelques petites centaines d'euros pour boucler leur fin de mois. Et c'est ce qu'ils ont réclamé à travers leur mouvement et qu'ils n'ont pas forcément. Parce que en fait, quand vous enlevez les charges sur les heures supplémentaires, c'est 5 milliards d'euros de non-rentrée. Non mais c'est vrai. Non mais il n'y a pas que ça. Il y a la compréhension sur ADP, la privatisation. Mais là vous finissez pas votre fin de mois avec ça. Non mais tout a un lien. Qu'est-ce que ça change à la fin du mois ? Quand vous prenez la voiture et puis que vous avez un payage, croyez-moi, et que ADP ça peut financer des tas de choses et puis que ça va être vendu. Vous voyez là c'est un discours politique. On parle plus du quotidien, monsieur. C'est le quotidien de tous les jours. Ça c'est pas notre quotidien. Enfin vous dites, ça c'est pas faux. C'est plus politique ça. Oui. Comment ça ? Moi je parlais des fins de mois. Les fins de mois on n'a pas fini, on les finit pas. C'est qu'elle est vite réglée. Manière d'évaluer le bilan tout de même, parce que sur 2 ans, même les autres univers, on irait chercher tout ce qui ne va pas et on occulterait énormément de choses positives. Fauzi, je comprends tout à fait son raisonnement. Il y a des gens qui vivent mal, qui vivent dans la misère, mais ça ne peut pas permettre de percevoir la qualité d'un quinquennat. Il y aura toujours... Oui, bien sûr. Non, mais il y aura toujours... Non, mais on peut améliorer et avoir une ambition et de se dire, voilà, l'orientation qu'ils prennent a un sens. Là, pour nous, il n'aura aucun sens. Vous ne voyez aucune embellie? Vous parliez des défiscalisations sur les heures supplémentaires, à la limite, voilà. La prime d'emploi, la prime d'activité qui a été élargie. 4 millions de Français. Non mais qui l'a voté ? Non mais merci, mais en attendant, qui l'a voté ? Qui l'assume ? Juste reconnaissez ça. Mais il faut pas que ça. Mais il y a tout qui va pas. Oui, mais c'est une avancée. Je veux dire, il y a un moment où on peut pas dire on doit avancer. Non mais attendez, c'est pas tous les 5 ans vous allez nous sortir une chose qui est bien. On croule sous les montagnes de choses qui vont pas, donc on voit plus. L'université. Mais monsieur, ayez une vision large. En tout cas, les deux. Pour faire un bilan simple, les 2 ans et demi, ils ont été très longs. Et il en reste 2 ans et demi, je crois. Ça me paraît tellement loin. Et pour moi, c'était 2 ans et demi de très travail. Dur à supporter. De travail, et on continuera. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat et d'avoir échangé directement sur de vrais arguments. Parlons vrai. Non mais c'est ça le vrai débat et qui permet, on l'espère, de pouvoir essayer de faire avancer les choses. En tout cas, ça va avancer. Et les discussions que l'on a eues sur Sud Radio l'année dernière avec beaucoup de députés, beaucoup de gilets jaunes, de députés qui se sont rencontrés, certains ici, et certains et qui continuent à se parler, qui échangent hors antenne, beaucoup de députés et c'est ça. Mais un an de mobilisation avec toutes les contestations et les problématiques sociaux de ce pays que l'on continue à revendiquer. Merci beaucoup, Fauzi Lelouch. Dans un instant, on va changer, puis on va vous donner justement des notes d'espoir aussi.